Les renseignements contenus dans le balado Action rapide sont donnés à titre informatif et éducatif. Ils ne peuvent pas se substituer à l'avis des professionnels de la santé. Si vous avez des questions sur votre état de santé, consultez un professionnel. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Action rapide, un podcast efficace, fait par des pharmaciens, pour des pharmaciens, à bout, à bout de temps, à bout de ressources, à bout de souffle. Donc aujourd'hui à l'émission, on va vous parler du monitoring des laboratoires pour les médicaments utilisés en hypertension. Je vous présente ma collègue Judith qui va nous parler de ces beaux labos-là, passionnée en gestion de tests labo, et Michael qui est pharmacien, Judith aussi est pharmacienne, Michael qui est pharmacien et passionné en gestion de pharmacie. Et toi, Marie-France, qui est oui. une pharmacienne passionnée en organisation de travail. Fait qu'il y a beaucoup de passion autour de la table. Des trois passionnés. Yes. Fait que je vous fais un petit rappel du premier épisode là rapidement, juste pour qu'on perde pas le fil, parce que on est dans les laboratoires. Donc, on a parlé de fonction rénale, des différentes formules à utiliser, et on a déclaré la mort de Cockcroft et Gold. C'est fait, et que c'est la formule CKD-EPI qu'on doit utiliser. L'autre point qui m'a réjoui profondément, c'est que le DFGE qui est fourni dans le DSQ, on est capable de l'utiliser tel quel dans la majorité des cas. Petite exception pour les patients de faible poids, 45 kilos chez les femmes et moins, 55 kilos et moins chez les hommes. Donc, aujourd'hui, on disait qu'on parle des labos pour les médicaments utilisés en hypertension. Pourquoi c'est important ces labos-là, Judith? C'est important parce que plusieurs classes de médicaments pour l'hypertension affectent justement les bilans rénals, peut provoquer des déséquilibres électrolytiques. Donc, si on part ce type de médicaments-là sans faire un suivi et là qu'on met le patient en insuffisance rénale aiguë, on n'est pas avancé. Là. Donc, puis je tiens à préciser, là j'ai parlé d'initiation de traitement, mais c'est bon aussi de le faire périodiquement parce que souvent là au cours des années, il y a une molécule qui s'ajoute, qui affecte aussi les ions et la créatinine. Et c'est là que des fois, on peut avoir des belles surprises là quand on redose 2-3 ans plus tard. Je comprends l'importance de surveiller tout ça, mais ce que je me demande, dans le fond, c'est si l'ordonnance, c'est moi qui la fais, ça va, je suis responsable de faire le suivi, mais si c'est un médecin, si c'est une infirmière, c'est qui s'occupe de ça réellement? Ouais, c'est une bonne question. Il y en a beaucoup de pharmaciens qui se déchargent de ça en se disant c'est pas moi le prescripteur, c'est pas moi qui vérifie. Sauf que c'est le rôle du pharmacien, si on regarde là, notre code de déonto, c'est de s'assurer de l'efficacité, de la sécurité de la médication. Donc, si tu t'es pas assuré qu'il y a un test de labo qui est fait, là, on manque à notre devoir. Sauf que, qu'est-ce que moi je fais si le patient a un médecin de famille, là, l'ordonnance, il y a un diurétique qui est parti. Mon rôle comme pharmacien, c'est de m'assurer que le patient a une requête entre les mains pour aller faire le suivi. L'autre chose, si le patient a la requête, pour faire des suivis, souvent les patients ne vont pas à leur prise de sang, c'est de prendre quelques minutes d'expliquer au patient l'importance pourquoi faut aller à sa prise de sang. Ça peut affecter vos reins, ça peut affecter votre potassium, tu sais, des petits mots concrets là pour que les patients comprennent, que les sensibiliser à y aller. Si le médecin n'a pas fait la requête, là, il y a comme deux choix. Soit on fait la requête et on met le médecin en CC. Moi, j'aime beaucoup aviser le médecin que je l'ai fait, d'y envoyer une petite note pour lui mentionner après, c'est toi qui prends la prise en charge, de pas prendre pour acquis que je vais m'en occuper. J'ai déjà eu une ordonnance verbale d'un médecin qui part un IECA et je lui demande s'il fait les bilans rénals dans 2 semaines. Puis là, il me répond « Ah, ben comme t'as de l'air d'aimer ça, je vais te laisser t'en occuper. » Là, j'ai dit « Ah, j'aime beaucoup faire du bénévolat dans ma vie personnelle, mais un petit peu moins dans ma vie professionnelle. Fait que je vais, comme vous êtes le médecin, je vous laisse ça dans votre cours. » Et un patient qui est orphelin, que là, il y a eu une prescription à l'urgence, ben là, souvent, déjà, l'urgentologue va avoir mentionné qu'on s'occupe de la prise en charge de l'hypertension, donc ça va de soi que c'est le devoir du pharmacien de s'en occuper. OK. Peux-tu nous donner, Judith, des exemples dans les différentes classes thérapeutiques en hypertension?
Qu'est-ce que je surveille? Ouais, Ok. Oui, exact. parfait. Ben, si on commence par les diurétiques, qui est une classe qui est souvent une des premières classes qui est prescrite dans le traitement de l'hypertension. Ce qu'il faut surveiller, bien, c'est sûr qu'il y a ion et créatinine qu'il faut faire 7 à 14 jours après l'introduction du médicament. Puis ensuite, il faut le répéter au moins une fois par année. Et si on a un insuffisance rénale chronique, ben là, ça va être plus régulièrement parce qu'ils sont déjà plus propices à faire des déséquilibres électrolytiques. Donc, à ce moment-là, la fréquence va être de 3 à 6 mois selon le degré de sévérité d'insuffisance rénale. Et en parlant d'insuffisance rénale, c'est là qu'on va aussi surveiller plus calcium, magnésium et acide urique, pour qui sont plus propices aussi à avoir des débalancements. Mais chez quelqu'un à qui on part un diurétique qui est pas insuffisant rénal, c'est pas nécessaire de faire ces analyses-là d'emblée. Il y a l'urée aussi qu'on peut retrouver. L'urée, je le prescris pas d'emblée, seulement si en partant la médication, on se ramasse avec une insuffisance rénale aiguë. Ça peut être pertinent de faire l'urée pour savoir est-ce que c'est parce que j'ai déshydraté mon patient, est-ce que c'est une cause pré-rénale. Donc la fameuse formule, c'est urée sur créatinine fois 1000. Si on est en haut de 120 sur 150, ça peut nous donner une idée que c'est ça la raison de l'insuffisance rénale aiguë. C'est clair pour les diurétiques? Oui, c'est clair. Ben, j'ai une petite question rapide là, en insuffisance rénale chronique. À partir de quelle clairance on peut considérer dans un dossier? Puis on n'a pas tout le temps les diagnostics. Là, à partir de Ben, quand? souvent en bas de 60 ml par 60 minute. ml. Ça nécessite une certaine vigilance là, Okay. de surveiller régulièrement. Ensuite, les IECA et les ARA, c'est le même suivi. C'est ion créate 10 à 14 jours après l'initiation et encore là, aux ans ou aux 3 à 6 mois si on a des insuffisants rénaux chroniques. Les bêta-bloquants, il n'y a pas vraiment de surveillance à part peut-être des glycémies ou aviser le patient de Aviser le dire patient. si vous faites des hypoglycémies, nous aviser. Mais encore là, c'est parce que ça peut masquer les symptômes. Là. Ça Ouais. se peut fait que là, de peut-être demander au patient, surtout une personne âgée, d'être un petit peu plus vigilant. Et les bloqueurs des canaux calciques, ben il n'y a pas de labo particulier à surveiller pour cette classe-là. Merveilleux. Quand les résultats ils reviennent, bon, quand ils sont normaux, Ça va bien. Ça va bien. Mais quand ils reviennent pis qu'ils sont anormales, bon, c'est sous la responsabilité du pharmacien, je reviens encore sur ma responsabilité. Là, il revient, là, puis je l'ai mis en CC, le médecin, mais qu'est-ce que je fais avec ce résultat-là en attendant? Ben, c'est sûr que si le médecin est en CC, là, on peut se laisser un délai parce que c'est rare que les résultats anormaux sont à gérer là en urgence le stat. Donc, on peut se laisser un petit délai, voir est-ce que le médecin va intervenir, appeler Et le patient, voir s'il y a C'est eu... quoi un labo stat? Là, Stat. comme- Ben, ouais. si on regarde pour la créatinine, on se dit qu'une augmentation de plus de 30%, là, c'est anormal. Oui. C'est sûr que si l'augmentation de créatinine est suite à une augmentation de dose, c'est pas mal moins stressant parce que là, à ce moment-là, on fait juste revenir à la dose précédente. Si la pression n'est pas bien contrôlée, on choisit une molécule qui va pas aller jouer sa créatinine. Fait que c'est pas trop énervant. On n'est pas vraiment obligé d'impliquer le médecin là-dedans. Yep. Mais quand c'est à l'initiation du traitement que là, oups, on a une flambée de créatinine, là, souvent, ça peut indiquer que le patient il a soit une maladie rénovasculaire. Donc là, faut cesser. Encore là, on n'a pas besoin du médecin. Là, comme pharmacien, on fait un acte. On facture, hein, Miguel? Bon, facture. on facture l'acte, puis on cesse le traitement. Puis, il faut que le patient soit référé au médecin et même le médecin va sûrement référer au néphrologue pour investiguer. Puis, ce qui est aussi important de documenter dans les dossiers, si on ajoute un IECA-ARA et ça arrive chez un patient, puis là, il y a le diagnostic qu'il y a quelque chose, un problème rénovasculaire, cette classe-là est complètement contre-indiquée par la suite. Là. On va pas redonner ce traitement-là dans l'avenir. Là. Le fait d'avoir fait Une augmentation. une augmentation ouais. supérieure à 30%. Oui, à moins qu'il y ait quelque chose d'autre qui ait Un autre- expliqué un autre ça. Là, critère, est-ce que, tu sais, maintenant que le naproxen est en vente libre, est-ce que le patient s'est bourré de naproxen à la maison? Tu sais, s'il y a C'est- aucune cause qui a c'est ça. justifié ça, puis que là, souvent, le néphrologue va sûrement être dans le dossier. Exact. Fait que c'est important parce que les patients oublient souvent de nous donner les diagnostics des spécialistes, là, mais de questionner le patient, de voir c'est quoi la raison. Mhm. C'est bon. Et puis, le fameux potassium, Judith. Comment Ah oui. est-ce qu'on... Le potassium. C'est quoi le cut-off du fameux potassium?
Ben, ça, on y va avec juste des chiffres, là, parce qu'Action rapide, là, vous avez dit, vous voulez des chiffres. Concret. Fait que si on donne des chiffres de hypercalémie à 5.2, faut référer au médecin. Fait qu'on mémorise 5.2, mais encore là, il y a beaucoup de pharmaciens qui tombent stressés là, avec un potassium à 5.2. Oui, il faut référer, mais on a quelques jours. Là. On va pas engorger l'urgence avec ça. On peut tolérer là, jusqu'à 6. Là, à 6, c'est vraiment là, une urgence médicale. Puis de toute façon, rendu à 6, à moins que ce soit une montée très progressive, il va avoir des symptômes souvent qui vont accompagner ça, arythmie, bradycardie. Donc, 5.2, 6 pour l'hyper. Si on va dans l'hypo, ben c'est 3. À partir de en bas de 3, là, on va référer au médecin. Puis c'est à partir de 2.5 que là, on envoie le patient à l'urgence pour traiter ça. Mais au-delà des chiffres là, qu'on a mémorisés, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les questions qu'on se pose? Mettons, chez un patient, on reçoit un résultat, le patient, on a instauré le médicament, il tombe en hypercalémie. Si on est encore là avec un insuffisant rénal, si c'est une légère augmentation de potassium, l'IECA-ARA est là pour la néphroprotection. Fait qu'on veut pas le cesser trop rapidement, surtout si la créatinine, elle, est restée belle. Donc, la première ligne de conduite, c'est d'ajouter un diurétique pour faire baisser le potassium. Si on a prescrit un IECA-ARA à quelqu'un il fait de l'hypertension, mais il n'y a pas d'autres conditions, ça peut valoir la peine de cesser puis de dire on va se diriger vers d'autres molécules. Il faut aussi se demander au dossier, est-ce que j'ai d'autres médicaments qui diminuent l'excrétion rénale qui pourraient expliquer? Est-ce que le patient prend des AINS? Est-ce qu'il y a des épargneurs de potassium au dossier? Donc, c'est les questions à se poser, puis aussi de regarder l'ingestion. Est-ce que le patient mange 10 bananes à chaque matin ou les fameuses questions là, de base clinique. Et tantôt, je parlais à 5.1, on réfère, puis c'est souvent les médecins vont attendre jusqu'à 5.5 millimoles par litre avant de songer là, à introduire un chélateur de potassium. Donc, c'est pour ça qu'entre 5.2 et 5.5, souvent, le médecin fera pas grand-chose de plus que nous de toute façon. Fait que ça, c'était pour l'hyper. Si on va avec l'hypocalémie, la première chose, c'est de voir, tantôt je parlais d'ingestion, mais là, c'est de dire, est-ce qu'il y a des pertes digestives? Est-ce que le patient a une gastro? Est-ce qu'il y a eu des nausées, diarrhées? Ou s'il y a un apport insuffisant, justement, là, les personnes âgées qui mangent des bouillons de poulet 3 fois par jour. Donc, ça se peut que ce soit juste un apport, une malnutrition. Les diurétiques sont souvent la cause des hypocalémies. Donc, si on a un diurétique au dossier, la première chose à faire, c'est de soit diminuer la dose ou de le cesser complètement. Et s'il y a une hypocalémie qui persiste, souvent, ça peut être un manque de magnésium. Donc, le fait de manquer de magnésium, si on a un dosage de magnésium bas, il y a de fortes chances que le patient soit en hypocalémie et en hypocalcémie aussi. Fait qu'un patient qui manque de magnésium, ça peut être très long avant de corriger, même si on lui donne du chlorure de potassium avant que ça se régularise. Donc, est-ce que c'est clair le potassium, Marie-France? C'est beaucoup plus clair. J'aime bien tes chiffres précis, là. Moi, ça m'organise. Parfait. Donc, pour conclure, l'hyponatrémie, je vous ai pas donné de chiffres pour ça. Donc, un sodium bas, on réfère au médecin en bas de 130. Puis, c'est urgence médicale si on est en bas de 125 millimoles par litre. Surtout si on a une baisse subite, qu'on a un résultat drastique. Une des principales causes d'hyponatrémie, c'est la même chose que l'hypocalémie. C'est les diurétiques aussi. Donc, c'est la même ligne de conduite. La même chose, est-ce qu'il y a des pertes digestives? Ce qu'il y a de spécial avec l'hyponatrémie, puis d'ailleurs, j'ai eu un cas dernièrement sur ça. J'étais en télétravail, j'ai une collègue qui me contacte pour me dire « Hey, ma spécialiste des labos, j'ai une patiente en hyponatrémie. Il n'y a pas de, mettons, de syndrome, de SIADH médicamenteux, tout ça. Puis je comprends pas pourquoi son sodium est bas comme ça. »
J'appelle la patiente, pas eu de vomissement, pas... Mais là, en la questionnant, la patiente, elle boit 6 à 8 litres d'eau par jour. Parce Est-ce que c'est la même personne qui mange 10 bananes par jour? Non. Il y a toutes sortes de gens, hein. Les gens sont colorés, c'est ça qui est le fun des pharmaciens. Tout à fait. Effectivement. Parce que, on le voit, là, les gens, c'est la mode, là, de se promener avec leur gros cruchon d'eau, puis Ouais. c'est donc bon boire de l'eau, mais c'est bon boire de l'eau, mais à une certaine limite. Puis là, moi, ma peur, c'est est-ce qu'elle a un autre problème physique qui fait qu'elle consomme de l'eau parce qu'elle est assoiffée? Et sa réponse, c'est non, je bois parce que c'est bon pour la santé. Fait que là, j'ai dit, là, 6-8 litres, on va couper plus que de la moitié, puis on recontrôle dans une semaine. Fait que de questionner l'apport en eau, ça peut être très pertinent quand on a des résultats normaux. Fait que, bref, faut être comme Colombo, là, quand on a des résultats avec nos patients. Faut gratter un peu. Oui, faut gratter, exactement. Marie-France, tu vas me voir venir. J'avais un petit doute. Là, on gère tout ça. Puis là, on va être clinique. Puis on va aller loin. Puis c'est important. Mais comment qu'on s'arrange pour organiser le travail puis rendre ça rentable, là, pas obligé d'être payant, mais qu'au moins on fasse nos frais. Au moins qu'on perde pas d'argent. Exact. Hein, on va se le dire, là, c'est comme la limite. C'est sûr que la rentabilité est importante, puis le secret, c'est vraiment d'être bien organisé dans notre travail. L'idée de Judith d'avoir un deuxième écran qui permet de voir les labos en parallèle avec le dossier du patient, ça c'est excellent. C'est d'avoir les bons outils, ça fait partie de l'organisation. Il y a des bonnes pratiques, il y a des choses qu'on peut mettre en place. On peut pas facturer des tests de labo, fait que c'est sûr qu'il faut facturer d'autres choses. Puis l'autre chose, Judith en a parlé, il y a des choses qu'on peut facturer, mais ce qui est important, c'est d'être bien organisé, de s'assurer que notre pharmacien, on le garde vraiment pour les activités, les tâches à valeur ajoutée. L'idée, c'est que notre pharmacien, il est bon pour analyser l'information, prendre une décision clinique puis faire une intervention. Tout le reste, de fouiller pour trouver des informations, même à rigueur, des fois, de questionner le patient. Si on a un technicien en pharmacie qui est aguerri, il est capable de bien questionner le patient pour aller chercher l'information. Fait que l'idée, c'est que le pharmacien, lui, c'est d'avoir accès à toute l'information pour ensuite être capable de prendre une décision. Comment on arrive à ça? Il y a plusieurs stratégies. D'avoir des outils, que ce soit des outils électroniques ou des formulaires, de s'assurer que nos ATP ou nos techniciens sont capables d'aller chercher nos tests de labo au DSQ. Juste ça, des fois, ça va donner un coup de main. Toi, tu as accès à l'information au moment où tu es prêt à la traiter, tu n'as pas à courir après. Parce que les ATP peuvent avoir des clés DSQ. Les ATP, ils peuvent avoir des clés DSQ pour à leur avoir nom accès à elles. à leur nom à eux. Puis c'est correct d'avoir accès pour eux. Évidemment, il faut leur montrer comment faire, mais c'est pas sorcier. Puis il y a des pharmacies qui fonctionnent comme ça, puis ça fonctionne super bien. Fait que ça, c'est un élément important. Fait que toute la portion collecte de données, ça peut être délégué. Toute la portion enseignement sur la maladie, les questions que le patient pose sur la maladie, ça peut être fait par une infirmière, ça peut être fait par un technicien. Il y a des choses là qui peuvent être déléguées facilement. L'autre chose, limiter la durée des rencontres. Tu sais, quand tu rencontres le patient, t'es pas obligé d'être une demi-heure dans le bureau avec le patient. Tu peux limiter ça à 10 minutes. En 10 minutes, tu es capable de faire une belle intervention. À plus forte raison, si le pharmacien a déjà toute l'information qui a été recueillie, c'est facile de rentrer dans notre temps. Puis, on jasera de la pluie et du beau temps dans un autre contexte avec nos patients. Finalement, de s'assurer de facturer les choses qu'on fait. Des fois, on va facturer l'ajustement de dose qu'on va faire, mais on va oublier de facturer la prise en charge. Ça, c'est des erreurs que je vois souvent qui fait qu'on perd des opportunités de rentabilité parce que le fait de faire l'ajustement de la dose en hypertension, probablement que je suis capable de facturer une rencontre de prise en charge en plus. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Et de pas oublier nos patients fumeurs pour qui on fait des interventions en maladies chroniques comme l'hypertension, de parler de cessation tabagique, ça peut ouvrir la porte à une autre opportunité clinique. Qu'est-ce que tu penses de ça, Michael? C'est-tu réaliste? Oui, je trouve ça intéressant. T'as abordé l'approche Vigie, là. Tu l'as pas nommé. Je l'ai pas nommé, mais c'est ce que ça sous-entendait. Sous-entendu, c'est une formation sous forme podcast aussi, d'ailleurs. Tout à fait. C'est un bel addon. Puis sinon, ça m'a amené à une autre question aussi. La facturation, c'est
quelque chose qui pourrait être délégué. Tout à fait. T'es pas obligé de perdre du temps à faire ta facturation. Il y a des pharmacies qui se sont organisées avec des petits formulaires tout simples où le pharmacien coche les activités à facturer, puis c'est fait dans un deuxième temps par l'équipe technique. Même quelqu'un qui fait un travail administratif, à la rigueur, pourrait faire la facturation, tout à fait. Puis l'approche Vigie, j'aime ça que t'en parles parce que on n'est pas obligé de tout faire la première fois avec le patient. On peut choisir qu'est-ce qui est urgent et important aujourd'hui. On va revoir notre patient à tous les mois au renouvellement. Fait qu'on a du temps, là, tu sais, faut se laisser du temps. Effectivement. Fait qu'effectivement, c'est super réaliste, tes solutions, puis on n'aura pas le choix de se mettre le nez là-dedans et de trouver des solutions parce que ça fait partie de nos responsabilités puis de la profession, de ce qui s'en vient pour nous. Donc, je pense qu'on va être de plus en plus sollicité pour ça. Faut se trouver des méthodes pour être plus efficace. Faut plonger maintenant. Puis enlever l'administration puis le technique de la job du pharmacien, c'est ça que je retiens. Tout à fait. Soyons cliniques. On y reviendra dans d'autres épisodes. Absolument. Je viens d'avoir une idée là qui me revient là, Judith, le Septra, le Bactrin, là, j'ai les deux noms en tête, le Trimetoprine. Ouais. Il y a un ajustement à faire, mais un suivi à faire, pas un ajustement, mais un suivi à faire quand il y a des IACA dans le dossier. Oui, exactement. Ben dans le fond, dans le Bactrin, là, c'est vraiment l'ingrédient le Trimetoprine qui peut faire monter le potassium. Tu peux diminuer, moi. Oui, hein, mais je l'ai répété en conférence un petit peu. Fait que c'est le Trimetoprine qui peut faire monter le potassium. Dans les études, on voit que ça monte à peu près de 1,1 millimol par litre au bout de 9 à 10 jours. Oui, c'est quand même ça, c'est sans IACA. Dans oui, exactement, parce que dans les études, il y avait pas les patients qui avaient IACA étaient exclus. Donc, si on reçoit une prescription que le patient commence un traitement antibiotique, le Trimetoprine, là aussi, il faut regarder, est-ce que le patient prend d'autres médicaments qui diminuent l'excrétion du potassium qui peut le faire monter. Donc, souvent, il peut avoir des INS. Là, si quelqu'un a une infection urinaire, ça se peut. Et là, je me répète, là, comme vous allez dire, je dis t'es contre le naproxen en vente libre sur les tablettes, mais ça risque d'avoir un impact. Les épargneurs de potassium, tout ça. Okay. L'autre chose à faire, c'est de regarder le potassium présentement du patient, il est à combien. Si j'ai un potassium à 3,5, puis là, j'ai un traitement de séjour, on se dit je monte jusqu'à 4,5, ça vaut pas vraiment la peine de demander un dosage de potassium. Mais si j'ai un potassium passé 4,5, que je sais que je risque de monter peut-être jusqu'à 5,5, c'est là que c'est un petit peu énervant. Puis là, encore là, il n'y a pas de ligne claire. Là, je peux pas vous simplifier ça comme la formule CKD-IP. Donc, c'est beaucoup un raisonnement clinique. L'autre chose à regarder, est-ce que j'ai un patient devant moi qui est insuffisant rénal? Les insuffisants rénaux sont plus à risque d'hypercalémie. Puis, plus le DFGE est bas, plus le risque que le potassium monte est grand. Et chez les personnes âgées aussi, c'est vraiment à faire attention. Donc, j'ai eu un cas dernièrement d'un ami qui m'avait contacté pour avoir mon expertise sur la chose. Un patient qui a un DFGE à peu près à 49 ml/minute, un potassium autour de 4,6. Et là, il y avait un traitement de 2 semaines de Bactrin. Fait que là, je fais quoi avec ça? Là, j'ai dit, le patient est insuffisant rénal, un potassium à 4,6, puis tu sais, ça datait de quelques mois. Là, il y a ça aussi, le résultat date de la semaine passée ou il date de 2 ans, tu sais, qui peut avoir un impact sur la décision. Donc, on décide au bout d'à peu près 5 jours de faire un dosage de potassium. Étonnamment, le résultat n'avait pas bougé du tout. Parce que le patient avait compris mon potassium va monter, fait qu'il avait arrêté pratiquement de manger. Donc le potassium n'avait pas bougé. Donc on n'avait pas tant un indice de savoir est-ce que ça a remonté plus si le patient avait justement mangé beaucoup de bananes. Mais c'est ça. Fait que, puis souvent les patients qui ont des infections, ils en font en répétition. Ça peut être bon de le faire au moins une fois, de voir OK, c'est quoi la tendance chez mon patient, puis de le documenter au dossier. Okay. Est-ce qu'on peut dire de façon générale qu'un traitement qui serait juste de 3 jours pour une infection urinaire, il n'y aurait pas vraiment de suivi à faire? Non, ça vaut pas la peine de faire un dosage. De toute façon, au bout de 3 jours, ça n'aura pas eu le temps de monter de façon assez considérable. Puis là, le temps que le patient se trouve une plage horaire là, pour aller une prise de sang, ça tire du miracle. Donc non, c'est pas nécessaire. Parfait. Excellent. Hey, c'est bon. En tout cas, moi, ça clarifie pas mal de choses dans les suivis pour les labos en hypertension pour les antihypertenseurs. Fait que
en résumé, ion créate pour les diurétiques, les IECA, les ARA. Oui. Ça va. L'autre question, c'est quand j'ai des résultats anormaux, quand est-ce que je capote ou quand est-ce que je reste calme? Donc, créatinine, on surveille si ça dépasse 30% d'augmentation. Oui. Ça, c'est le chiffre magique, là, faut penser intervenir. Hyperkaliémie, 5.2, on réfère. 6, on envoie à l'urgence. Hypokaliémie, à 3, on réfère. 2.5, on envoie à l'urgence. Exactement. C'est bon. Puis hyponatrémie, 130, on réfère. 125, on envoie à l'urgence, surtout si c'est arrivé rapidement. Exactement. Super. Pour la rentabilité, 2 points. S'assurer qu'on délègue, qu'on fait ça en équipe et que tous nos pharmaciens, incluant les pharmaciens salariés, ont le réflexe de facturer tous les actes associés, incluant les rencontres de prise en charge, pas juste les CSC ou les ajustements. Et la réponse à la question de départ, qui est responsable de faire le suivi? J'ai envie de te laisser préciser ta pensée, Judith. Moi, personnellement, je me tiens toujours responsable de tous les suivis de mes patients. Je suis pas le genre de personne. D'ailleurs, c'est peut-être un de mes points faibles comme propriétaire. Je suis pas quelqu'un qui délègue tant que ça. Donc, pour moi, je veux toujours m'assurer personnellement que mon patient a le meilleur traitement, que c'est sécuritaire. Oui, il faut travailler en collaboration avec les médecins. Puis s'il y a un médecin, j'essaie d'impliquer le médecin là-dedans. Mais moi, je me ferai sûrement pas d'amis chez plusieurs pharmaciens qui disent on n'a pas le temps. Mais je me dis, c'est ça notre travail. Puis justement, faites venir Marie-France qui va tout optimiser votre travail pour vous rendre que c'est possible. Effectivement, je pense que de déléguer tout ce qui est technique libère de l'espace pour faire les suivis cliniques, effectivement. Merci à vous deux, Judith et Michael, ça a été super intéressant. Surveillez nos réseaux sociaux pour connaître les prochains épisodes, les dates de sortie. Puis n'hésitez pas à partager vos questions, vos expériences avec nous. Ça va nous permettre de faire des nouveaux épisodes. Mais merci. Merci tout le monde. Merci tout le monde. C'est ça, Action rapide.